Monterey, Californie. Dans l'océan Pacifique, une loutre de mer. C'est un animal rare. Ce film est l'histoire d'une espèce qui, par 2 fois, a failli être exterminée. Le docteur Mattison procède à l'autopsie. Il pense qu'il y a probablement une fracture à la base du crâne, peut-être due à un choc. En 1968, au large des côtes de Californie et de l'Alaska, seules quelques loutres de mer survivaient encore ici et là. Il y en avait autrefois d'immenses colonies qui se déplaçaient librement depuis la basse Californie jusqu'aux côtes de la Sibérie en passant par les îles Aléoutiennes. Mais la fourrure douce et lustrée de la loutre de mer qui lui permet de survivre dans ces eaux froides a failli causer sa perte. Il y a 2 siècles, la fourrure de la loutre fut d'abord convoitée par les nobles japonais et les grands seigneurs. Puis les chasseurs de fourrure russes découvrirent les peuplements de loutres de l'Alaska. La grande Catherine, séduite par les fourrures nouvelles, commanda un manteau qui descendait jusqu'à terre. Et pendant un siècle, les Russes se lancèrent avec les Espagnols, les Anglais et les Américains dans cette nouvelle ruée vers l'or, la chasse à la fourrure, qui a failli exterminer l'espèce. D'un naturel confiant, les loutres furent trop aisément massacrées à coups de lance, de fusils et de gourdins. Ni les mères ni les petits ne furent épargnés. Finalement, l'espèce fut considérée comme éteinte au sud d'Amchitka. Mais il y a 30 ans, la loutre de mer a commencé à réapparaître en petit nombre. On sait peu de choses sur la loutre de mer, presque exterminée par la cupidité des hommes, dont le retour fut miraculeux et qui aujourd'hui est à nouveau menacé par les marées noires. L'équipe du commandant Cousteau va filmer la vie dans l'eau de ce timide mammifère marin pour chercher ce qui est indispensable à sa survie au moment où il a failli sombrer dans l'oubli. La Calypso pénètre dans les eaux glacées de l'Alaska à la recherche de la loutre de l'Arctique. Elle suit les routes maritimes des anciens marchands de fourrure qui ont impitoyablement chassé les loutres. Nous arrivons avec de bonnes intentions, mais ici, en pleine nature, l'homme s'est fait une mauvaise réputation. Nous surprenons un grand troupeau d'otaries. Elles ont plus de chance que les loutres de mer. Leur peau n'a pas une grande valeur commerciale. Leur nombre est encore tel que, malgré les nombreuses pollutions, l'espèce n'est pas en danger. Les loutres de mer sont dispersées sur toute l'étendue des îles Aléoutiennes. Leur habitat naturel, ce sont les forêts d'algues géantes, les kelps, constamment balayés par la houle. Mais les milliers de flotteurs qui soutiennent ces algues peuvent être pris pour des loutres et les rendent difficiles à repérer.
Nous continuons notre recherche tant au-dessus qu'à l'intérieur de la forêt de Kelp. C'est ici que la loutre de mer a fait sa réapparition parce qu'elle a été protégée par le traité sur les fourrures de 1911. C'est dans cette mer sauvage que la loutre, qui était autrefois un animal terrestre, plonge et chasse pour se nourrir. Nos plongeurs se familiarisent avec ce milieu inquiétant, glacial. Le crabe royal de l'Alaska, formidablement cuirassé, peut atteindre 1 mètre d'envergure. C'est un régal pour la loutre de l'Arctique. Les crampons par lesquels les algues géantes s'accrochent au fond ressemblent aux racines des grands arbres, mais c'est un ancrage fragile car ils ne pénètrent pas dans le sol. Nous sommes dépaysés par la beauté insolite qu'offre la forêt sous-marine des loutres. Des boules flottantes remplies de gaz carbonique extrait de l'eau soutiennent ces séquoias de la mer. Les kelps sont parmi les plantes les plus longues du monde. Une ascension qui n'en finit pas. Dans la lumière douteuse de l'aube arctique, Bernard Chauvelin et Raymond Coll espèrent surprendre les loutres dans leur demi-sommeil. Ils se dirigent vers les rochers de l'île Sanak, balayés par le vent. Contrairement à la loutre de Californie, chassée du rivage par la civilisation, la loutre de l'Alaska se réfugie souvent à terre pour échapper aux terribles tempêtes et aux bourrasques qui atteignent 200 km à l'heure. Sur le côté protégé de l'île, il n'y a toujours pas de loutre en vue. Un très jeune phoque s'est échoué à marée basse. Avec des filets, Chauvelin et Coll vont essayer de remettre à l'eau ce petit égaré. N'aie pas peur, mon petit. Sa mère l'attend. Tu aimes bien ton hamac? Allez, va te baigner. Enfin, une loutre. Les loutres qui vivent en Californie laissent traîner l'arrière de leur corps. Mais les loutres de l'Arctique peuvent soulever leur croupe et s'appuyer alternativement sur leurs 4 membres. N'étant pas dérangées par l'homme, elles marchent mieux parce qu'elles marchent plus souvent. Bougez pas, j'arrive. Chauvelin et Coll doivent ramener 2 loutres sur la Calypso. Les loutres prises dans le filet seront transportées sur la Calypso, où les attendent dans un chaland empli d'eau de mer, de la nourriture et des kelps, pour ne pas trop les dépayser. Le commandant Cousteau observe ces 2 spécimens du seul mammifère marin de l'ordre des mustélidés qui soit encore vivant. Il est nécessaire de mieux connaître sa biologie, ses habitudes et les conditions qui exigent sa survie. Nous en avons besoin pour l'aider à retrouver sa place. Oui, surveille le filet. Et soigne bien tes protégés. Ça a l'air d'aller.
Loutre, avec tes moustaches argentées et hérissées, tu me parais pleine de sagesse. Et il t'a fallu beaucoup de sagacité pour échapper à tes ennemis naturels pendant tant de milliers d'années, jusqu'à ce que l'homme triche et surgisse avec ses fusils. Des armes qui sont fatales à la sagesse. Les loutres font inlassablement leur toilette, exprimant l'eau de leur fourrure. Il leur faut réintroduire constamment de l'air dans leur épaisse toison pour résister au froid et maintenir la température de leur corps au-dessus de 38 degrés centigrades. Mais si elles se glissent sous une couverture de kelp, c'est plutôt pour se rassurer que pour se réchauffer. Les loutres se blottissent l'une contre l'autre lorsqu'elles sont inquiètes ou effrayées. À bord, nous ne pouvons leur fournir que l'essentiel. Mais l'essentiel, c'est loin d'être suffisant pour ces créatures libres. La nature est leur domaine. Nous les y ramènerons. Le commandant Cousteau fait reconduire les loutres à Cherny Reefs, où elles avaient été capturées. Les îles Aléoutiennes sont aussi le pays du cormoran à double crête. Comme la loutre, il plonge dans les eaux glacées de l'Alaska pour se nourrir. Regarde les cormorans. Regarde plutôt les algues. L'équipe de la Calypso va tendre un filet en travers d'une crique qui a été choisie dans le domaine habituel des loutres. Les deux animaux y seront placés et pourront être observés sous l'eau par les plongeurs dans des conditions plus proches de leur habitat naturel. Les loutres sont lâchées à l'intérieur de la petite baie délimitée par le filet. Les cinéastes de la Calypso filmeront les premières images qui montrent comment nagent sous l'eau les loutres de l'Alaska. C'est sur le dos que nage surtout la loutre. Ses larges pattes palmées et sa queue légèrement aplatie lui donnent une grande puissance et une grande agilité. La loutre est tentée par sa nourriture favorite, mais elle refuse de manger dans la main de l'homme. Elle cherche à se rassurer en rejoignant sa compagne. Si on reste à distance, les loutres se précipitent sur la nourriture. N'ayant pas de réserve de graisse comme les baleines et les phoques, les loutres ne peuvent rester longtemps sans manger. Pour conserver leur poids et leur température dans l'eau glacée, les loutres de l'Arctique doivent dévorer jusqu'à 10 kilos par jour, soit le quart de leur poids. Elles mangent uniquement en surface et se servent de leur poitrine comme d'une table. Elles font honneur à un crabe royal. Après le festin, les loutres viennent sur le rivage pour lustrer leur fourrure et se chauffer. Un macareux, ou perroquet de mer, s'égare dans l'enclos des loutres. Il pique dans la mer et plonge,
Il se sert de ses ailes exactement comme dans l'air. Une caméra au ralenti fixe ce spectaculaire vol sous l'eau. Il m'a encore mordu. Pour éviter à l'oiseau d'être pris au piège, Louis Prezelin le lance au-dessus du filet et l'incite à aller chasser plus loin, dans un endroit moins dangereux. Insatiable, l'une des loutres finit par accepter la nourriture de la main de Prezelin. Et maintenant, luxe suprême, Un vrai petit lion. Raymond Coll caresse une fourrure vivante. Les loutres sont donc sensibles à la patience et à la gentillesse plus qu'on ne le supposait. C'est probablement la première fois qu'une loutre de mer sauvage est acceptée de manger à terre. Le soleil est pâle sur les îles aléoutiennes. Dans le silence de ce pays sauvage, le soir vient tôt et s'attarde longtemps. Tiens, on essaie de faire bien. Elle est toi, cette chanson, Valeria, qui son façon m'a donné cœur, dans ma papier il faisait faim, qui n'a pas un brigand, des croquants, les gens bien rationnés, et notre voix emmêlée, ce n'était rien. Mais il m'avait chanté le cœur et dans mon âme il brûle. Sur ces rivages sans hommes, à des milliers de kilomètres de chez nous, nous éprouvons la sensation d'appartenir à cette terre, d'être en harmonie avec nos voisins du Grand Nord. Qu'il te conduise à traverser au vert. Le commandant Cousteau quitte la Calypso pour l'enclos des loutres. L'étude des loutres de mer des îles aléoutiennes est À terminée. bientôt, commandant. Le filet va être abaissé et les loutres rendues à leur vaste domaine. Allez, au revoir. Les loutres, tranquillement, se dirigent vers le sud, vers la pleine mer. Elles ont supporté avec nous plusieurs jours de semi-captivité. Cependant, quelques minutes après leur délivrance, elles sont à l'aise dans la liberté. Cette liberté dont jouissent nos loutres, j'essaie en vain de l'imaginer, de ressentir ce que cela représente vraiment pour elles. Elles ne sont asservies ni à un foyer, ni à un conjoint, ni à des soucis d'avenir. La liberté, c'est l'aventure, et la vie n'a pas de frontières. Le port de Monterrey, centre actif de la pêche industrielle en Californie. Conserverie, chalutiers, bateaux de plongée, bateaux de plaisance. C'est au milieu de cette agitation et d'un important trafic maritime côtier que la loutre de Californie, alors considérée comme éteinte, a fait sa miraculeuse réapparition. L'Orquilla, affrété par Philippe Cousteau pour la mission Loutre de mer, arrive près d'une colonie de loutres au large de la station marine d'Hopkins, qui dépend de l'université de Stanford.
Le docteur James Mathison va participer à nos recherches. En 1911, la loutre de Californie avait, croyait-on, disparu. Des années plus tard, des gardiens de phare et des rangers en virent quelques-unes de temps à autre, mais le secret fut bien gardé, en raison des dangers de braconnage. Puis en 1938, un petit troupeau fut aperçu le long d'une nouvelle autoroute côtière et c'en était fini du secret de la loutre de mer. À bord du Zodiac, Philippe Cousteau offre amicalement de la nourriture aux animaux et s'en approche pour mieux les observer. Les loutres s'enveloppent dans les kelps ou s'y accrochent pour ne pas être emportées par les courants quand elles sommeillent. Elles essaient de se déplacer sans se mouiller les pattes pour éviter toute déperdition de chaleur par leurs membres nus. Elles font continuellement leur toilette. La saleté et le mazout collent leur fourrure et compromettent leur protection thermique, ce qui peut provoquer leur mort. Quel que soit l'âge ou le sexe de la loutre, ses moustaches lui ont valu en anglais le surnom de « vieil homme de la mer ». Souvent, lorsqu'elles sont dérangées, les loutres se mordent entre elles et hument l'air avec méfiance. L'odeur de l'homme les rend inquiètes. Leur odeur favorite est celle de la nourriture. Nous espérons que la nourriture sera, comme en Alaska, le moyen de forcer leur sympathie. Mais les loutres ici ont encore moins de raisons de faire confiance à l'homme. Elles furent autrefois décimées par des ennemis à deux jambes et elles restent instinctivement sur la réserve. Pour l'instant, du moins, aucun rapprochement entre l'homme et l'animal ne semble possible. Sur la jetée de Monterrey, le commandant Cousteau arrive pour se joindre à l'équipe de la Calypso en Californie. Il est présenté à Judson Van de Veer de la station marine de Hopkins, qui a aidé Philippe dans ses recherches sur la loutre de Californie. Pendant toute l'expédition en Alaska, le commandant Cousteau et ses plongeurs n'ont jamais vu un aussi grand rassemblement de loutres de mer. À combien estimez-vous le nombre des loutres à cet endroit demande Cousteau à Jude Van de Veer. 46. Vous les comptez? Oui. Je crois qu'il les compte à peu près 10 fois par jour, dit Philippe Cousteau. Le retour de la loutre de Californie a été spectaculaire. Mais le chiffon de papier qui a protégé sa fourrure au moment du traité de 1911 ne pourrait pas lui épargner les dangers qui abondent dans le monde où elle est revenue. Cousteau demande quels sont aujourd'hui les ennemis des loutres. Elles risquent d'être blessées par les hélices des nombreux bateaux de pêche et de plaisance. Il faut aussi songer à la menace d'une marée noire, de mazout. On a surpris certains pêcheurs à tuer des loutres, dit Cousteau. Van de Veer confirme qu'on tire sur les loutres, particulièrement dans la baie de Morrow. Pourtant, les loutres sont protégées par la loi.
What kind of what kind of protection is there? Is it completely forbidden? Mais cette protection n'est qu'une menace. Les peines encourues étaient de 1 000 $ d'amende ou 6 mois de prison. Parfois, amende et prison se cumulaient. Cousteau est stupéfait de voir que ce troupeau d'animaux sauvages peut vivre si près des autoroutes, des habitations et du tumulte de la civilisation. Les loutres sont impossibles à approcher en surface. Philippe Cousteau va maintenant essayer de les photographier sous leur voûte de kelp. Réaction immédiate, les loutres fuient devant nous. Jusqu'ici, un plongeur, c'était pour elles un ennemi. Pour la première fois, elles ont affaire à des visiteurs sans armes. Elles sont encore effrayées, mais curieuses. Il nous a fallu un certain temps pour nous rendre compte que c'était la vue et le bruit de nos bulles qui les dispersaient hors de notre portée. Nous trouverons un moyen plus discret pour les approcher. Ces coquilles d'ormeaux, ce sont celles que les loutres ont jetées après les avoir arrachées à grand-peine pour venir les manger en surface. Les loutres peuvent s'obstiner à plonger en eau profonde jusqu'à 20 fois pour détacher un ormeau en tapant dessus. Pendant la remontée, la lampe de la caméra effraie une loutre trop curieuse. Ce clown timide ne sait pas encore qu'il vient de rencontrer un sérieux rival pour jouer à cache-cache dans les algues. Dans la baie de Stillwater, l'équipe Cousteau va de nouveau tenter de filmer les loutres sous l'eau. Cette fois-ci, les plongeurs utiliseront un équipement de plongée silencieux. Louis Preslin remplit de granulés de soude la cartouche épuratrice d'un appareil à oxygène à circuit fermé. Le produit absorbe l'acide carbonique au fur et à mesure que le plongeur recycle l'oxygène. Ainsi sont éliminées les nombreuses bulles qui effrayent les loutres. Il faut veiller à ce qu'aucune goutte d'eau ne pénètre dans la cartouche épuratrice, ce qui en diminuerait l'efficacité et pourrait provoquer des brûlures à la bouche. On peut encore approcher. Une jeune loutre semble avertir ses aînés du danger qui approche. L'appareil à oxygène à circuit fermé est un équipement dangereux. Il faut des connaissances sérieuses, de l'entraînement et de l'expérience pour pouvoir s'en servir en toute sécurité. De l'oxygène pur est débité dans un poumon artificiel. Le plongeur doit commencer par balayer complètement ses poumons pour en éliminer l'azote. Si les règles d'emploi ne sont pas rigoureusement observées, les plongeurs peuvent perdre conscience par manque d'oxygène, ou bien ils peuvent se noyer par suite des convulsions provoquées par l'oxygène sous pression à partir de 7 mètres de profondeur. Cet appareil à circuit fermé, silencieux, fut mis au point en vue d'opérations militaires. Il se révèle utile pour observer le comportement des animaux par petits fonds. Philippe Cousteau et Jacques Delcouter se glissent doucement dans l'eau, mais les loutres ont des systèmes d'alarme très sensibles. Bien qu'elles n'aient plus à craindre les bulles, elles redoutent encore les hommes. Dans le calme, la méfiance commence à laisser place à un intérêt croissant pour les offres amicales de Delcouter. Ce n'était d'abord qu'une expérience. Et maintenant, une relation privilégiée s'établit avec un jeune mâle noir. Il est le premier à accepter de la nourriture, un oursin couvert de piquants déposé par Delcouter. Peu à peu, les hommes ont lié amitié avec celui qu'ils ont surnommé Passepartout. Après avoir quitté Monterrey, l'équipe de la Calypso a été navrée d'apprendre par Jude Van de Ver que Passepartout avait été tué à coups de fusil. Il avait appris à se fier aux hommes et il avait oublié qu'ils n'étaient pas tous dignes de confiance.
Passepartout s'en va en emportant l'ormeau qui avait été déposé pour lui. Tandis qu'il ramasse sa nourriture, nous songeons à cette interdépendance qui unit les loutres, les oursins, les ormeaux et la forêt de kelp qui constitue leur habitat commun. La nourriture favorite de la loutre de mer est l'oursin. S'il n'était pas limité en nombre, il détruirait les kelps, tout dépend la vie de l'ormeau qui est herbivore. Et sans kelp, il n'y a pas de loutre ni d'ormeau. Avant que les loutres soient massacrées et que les ormeaux soient pêchés, il existait un équilibre biologique et une frange vivante de kelp, d'oursins, d'ormeaux et de loutres s'étendait le long de la côte jusqu'au Mexique. L'avidité accompagne toujours l'abondance. La loutre de mer est l'un des rares animaux qui se servent d'outils. Pour briser l'oursin, cette loutre ramasse une pierre. Ou bien elle utilise un oursin pour en casser un autre. Ça s'est bien passé? Oui, elle avait grand faim. Les plongées avec l'appareil à oxygène à circuit fermé ont réussi. Maintenant, c'est l'heure joyeuse du repas. Le délicieux ormeau fournit sa propre assiette. Les convives, avec une grande dextérité manuelle, cassent bruyamment de gros coquillages sur des pierres posées comme une enclume sur leur poitrine. Les loutres de mer savent utiliser un caillou non seulement comme une enclume, mais aussi comme un marteau. Lorsqu'on l'observe du rivage, dans son paradis de kelp, l'existence de la loutre paraît idéale. Pourtant, la vie moderne brouille ce tableau. Les loutres sont protégées, mais elles sont exposées aux attaques des produits toxiques de la pollution. Jude Van de Veer est persuadé que cette situation compromet la réapparition des loutres, à moins qu'on ne prenne des mesures sévères pour endiguer la pollution des océans dans le monde entier. Ici, localement, on lutte pour contrôler les eaux d'égout et on essaye de s'opposer à l'utilisation de détergents ainsi qu'à celle des pesticides, comme les hydrocarbures chlorurés qui peuvent s'accumuler dans l'organisme des animaux marins, notamment des loutres. Cousteau explique qu'il est encore plus inquiet de l'intervention humaine que de la pollution. Par exemple, on va couper les kelps pour en extraire des produits chimiques. Et les pêcheurs d'ormeaux savent que les loutres s'en nourrissent. Les loutres sont donc pour eux des animaux nuisibles. Ainsi, par leur conviction simpliste, les hommes gâchent l'image du monde. Ils ne comprennent toujours pas que tout est lié, que les loutres protègent indirectement les ormeaux ainsi que les kelps. Lord de Veer est bien d'accord, mais, dit-il amèrement, si l'homme ne peut s'emparer de la fourrure de la loutre, s'il ne peut pas la vendre, s'il ne peut pas en tirer beaucoup d'argent à son détriment, elle n'a plus qu'à disparaître. Heureusement, les loutres de mer font de leur mieux pour ne pas disparaître. Lorsqu'il fait sa cour, le mâle montre une grande tendresse envers la femelle. Celle-ci se reconnaît à son cou plus mince. Ils se blottissent l'un contre l'autre, se caressent, se mordillent. Les bras du mâle sont trop courts pour tenir la femelle serrée pendant l'accouplement. Il cherche à la saisir par le nez avec ses mâchoires. La scène d'amour devient parfois brutale. Une fois que le mâle surexcité a saisi au museau la femelle de plus en plus soumise,
Leurs gestes deviennent à nouveau pleins de tendresse. On pense que la morsure du nez par le mâle provoque l'ovulation. La femelle est allongée sur le dos, embrassée par le mâle. Une étreinte de 55 minutes. Les vagues légères leur servent de lit nuptial. La femelle fécondée recherche souvent la solitude. Son nez a beau être meurtri par le rituel amoureux, elle est satisfaite. Elle porte en elle la semence qui perpétue. Dans la vie paisible de la loutre, une scène rarement observée, deux loutres en train de se battre. Même entre mâles rivaux, pendant la saison des amours, le comportement agressif est très exceptionnel chez les loutres, qui sont des animaux plutôt doux. Les combattants sortiront de la bataille sans effusion de sang. Ils sont beaucoup moins meurtris que cette femelle après l'accouplement. C'est vers elle que Philippe Cousteau se dirige maintenant. Philippe apporte des oursins à la loutre au nez douloureux pour voir comment elle se comporte après l'accouplement. Pendant cette distribution répétée de nourriture, des liens vont se nouer entre l'homme et l'animal. Avec amitié, Philippe lui tend d'abord un crabe, puis il la taquine. Il faut qu'une certaine familiarité s'établisse pour pouvoir poser un crabe sur le ventre d'une femelle fécondée qui souffre de son nez et qui mange un oursin couvert de piquant. Philippe abuse peut-être un peu de ses relations pour enregistrer le bruit que fait la loutre en mangeant. Pour se faire pardonner son intervention, Philippe lui offre un oursin. Mais l'amende honorable n'est pas suffisante. Ah non, tu vas pas me mordre. Pour calmer la loutre, encore un oursin. On va voir ce qu'on a fait. Remarque, T'as mordu? Non, pas, tu as vu? Ouais. Mais j'ai une petite chatte siamoise à la maison. Philippe est surpris, mais il ne devrait pas l'être. Une loutre sauvage ne se comporte pas comme une chatte domestique. Par ailleurs, les loutres qui attendent un petit peuvent être sujettes à de brusques changements d'humeur. La loutre maintenant se dirige en ondulant vers les hommes pour s'envelopper dans les kelps près du zodiaque. Un animal qui mange le tien. Elle lisse sa fourrure, toute contente. Nous sommes oubliés. Une menaçante polémique a longtemps pesé sur le destin de la loutre de Californie. À Monterrey, le commandant Cousteau s'entretient avec William Bryan, membre du comité consultatif des Amis des loutres de mer, et Helen Miller, une adhérente de la société. Helen Miller souhaite que les loutres de mer se protègent elles-mêmes et se répandent sur toute la côte. Les autorités du gouvernement envisagent de leur attribuer un plus grand domaine et de les y contenir.
I think. see. But wherever they would move them, they would try to confine them to a limited area, which And it's highly debatable. Les loutres respecteraient-elles les règlements demande Cousteau. En admettant même qu'elles survivent à leur déplacement, réplique Helen Miller. Pendant la récente transplantation d'Alaska, 50% des animaux ont été tués au cours de leur capture dans des filets. Et pour commencer, nous avons très peu d'animaux. Cousteau demande à Bill Bryan quels sont les dangers que les loutres ont à affronter aujourd'hui. Pour Bill Bryan, c'est avant tout ce conflit qui a surgi entre les intérêts commerciaux liés à la pêche aux ormeaux et la survie des loutres. Les pêcheurs d'ormeaux veulent qu'on enlève les loutres du sud de la côte où ils récoltent les ormeaux en plongée. Bill Bryan ne pense pas que ce soit une ressource importante pour la population mondiale, tout juste de quoi remplir les portefeuilles d'une poignée de plongeurs professionnels. I don't think this is a very important food item to take care of the world population. Only a handful of commercial divers. À Morro Bay, un pêcheur, Ernest Porter, montre la taille de l'ormeau commercial que les pêcheurs peuvent récolter légalement et explique son point de vue à Cousteau qui lui dit « Ernie, vous savez que nous nous intéressons à la loutre de mer. Certains d'entre vous pensent que la loutre compromet votre profession. Some of you think that the sea otter is interfering with your profession. How is it? Eh bien, c'est vrai, répond Ernie. La loutre de mer, en réapparaissant, descend le long de la côte et ainsi elle s'attaque à une zone maritime qui est exploitée par nous. But there are not that many. Mais elles ne sont pas encore tellement nombreuses, dit Cousteau. Le nombre total des loutres dans la région ne constitue pas le véritable problème, réplique Porter. C'est leur concentration qui fait le plus de mal à la pêche commerciale. Et d'ailleurs à toutes les pêcheries de la côte. How many abalones do you think a sea otter? Combien d'ormeaux pensez-vous que la loutre peut manger par jour demande Cousteau. Si la loutre ne prenait que des ormeaux de la taille de ceux que nous ramassons, environ 4 ou 5 par jour. Mais la loutre en mange beaucoup de petits au lieu de quelques gros. Pour elle, il n'y a pas de limitation de taille. Ernie, you know the friends of the sea otter. Vous savez, dit Cousteau, que les amis des loutres de mer vous considèrent comme un épouvantail, un danger public. Vous personnifiez pour eux tous les ennemis de la loutre de mer. C'est pas vrai. Je suis pas du tout l'ennemi de la loutre de mer. Ils peuvent faire de moi l'ennemi numéro 1, ce qui m'accable avant même que j'ai la possibilité de montrer l'autre aspect du problème. Je ne suis pas contre les loutres, je suis contre les soi-disant amis des loutres de mer. Ceux-là sont mes ennemis, mais la loutre ne l'est pas. Que proposez-vous de concret pour résoudre ce problème demande Cousteau. Les loutres devraient pouvoir être déplacées hors des zones de concentration où elles sont nuisibles. On devrait les répartir le long des côtes. Helen Miller. Pour essayer d'en déplacer quelques-unes, on en tuerait la moitié. Je veux empêcher les législateurs de Californie et ceux qui vivent du commerce des ormeaux de manipuler ce peuplement fragile. Ernie, les amis des loutres sont assez puissants politiquement pour empêcher qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Il faut faire la culture des ormeaux, c'est la seule solution à leur problème. La côte californienne, soit dit en passant, appartient à tout le monde. Certains plongeurs professionnels tuent les loutres, c'est vrai. Ils étaient tellement excédés, ils ont tant perdu d'ormeaux qu'ils en sont arrivés à les tuer à coups de fusil. Le docteur Mattison constate du sang sur les muqueuses du nez et sur celles de la bouche. Helen Miller accuse. Tuer les animaux, c'est une solution vraiment simpliste. Et Ernest Porter, avec une bonne organisation, la loutre peut se faire des amis tout au long de la côte, au lieu de se faire des ennemis partout où elle va. Le docteur Mattison conclut. Je pense que nous avons dans la loutre une amie et qu'elle joue un rôle important dans l'équilibre de la vie marine. Pendant que l'homme discutait de leur avenir, la vie continuait pour cette poignée d'animaux libres. Miraculeusement rescapés, ils ont proliféré jusqu'à ce qu'un nouveau péril surgisse. Les nappes de mazout. Ces mères dévouées portent leurs nourrissons sur leur poitrine pendant plus d'1 mois. Elles s'occupent d'eux constamment. Elles les tiennent au chaud, au sec et le ventre plein. Un petit un peu plus âgé et audacieux quitte sa mère pour chercher un repas supplémentaire. Il n'y gagne qu'une gifle. Les loutres n'ont qu'un petit tous les 2 ou 3 ans. La reconstitution du troupeau est donc très lente. Mais en raison des soins méticuleux de la mère, le taux de mortalité est faible.
La loutre protège son bébé tendrement, elle le caresse, elle le berce pour l'endormir. Les petits, un peu plus âgés, ont un régime mixte. Ils continuent à dépendre entièrement de leur mère. La loutre n'aime pas quitter son petit, mais de temps en temps, elle doit le faire pour chercher de quoi le nourrir. Le bébé est trop léger pour plonger et flotte comme un bouchon. Il regarde sa mère dans les rouleaux et il pousse des cris de détresse. La mère le rassure et continue de chasser. Lorsque la mère réapparaît, son petit a été entraîné vers les rochers. Elle doit l'emporter à la nage hors du danger. Au cours des âges, leur sens incomparable du devoir maternel a contribué à assurer la difficile survie des loutres de mer. Maintenant, leur descendance est menacée par un nouveau danger, les marées noires, de plus en plus fréquentes. Pour la seconde fois, la loutre de mer est à la merci d'une espèce tarvenue, les hommes, capables d'autant de cruauté et d'égoïsme que de générosité. Passe-partout. Au bout de 6 semaines, Passepartout vient régulièrement réclamer son repas à bord de l'Orquilla. Alors que l'heure du départ approche, après tous les efforts déployés par les hommes de la Calypso auprès des loutres si craintives, c'est la confiance ouverte et totale de Passepartout qui leur tient le plus à cœur. Viens le prendre. Passepartout fait ses adieux à Jacques Delcouter. Notre esprit est conditionné par la civilisation, ce qui rend difficile nos rapports avec les animaux supérieurs. Nous nous sentons souvent gênés lorsque nous sommes en présence de témoignages d'une confiance totale que nous ne méritons pas. Les hommes de la Calypso savent bien qu'on ne peut pas attribuer des sentiments humains aux animaux. Au contraire, l'influx vital va de l'animal à l'homme. Et une intimité particulière avec tous nos amis dans la mer enrichit notre connaissance de nous-mêmes. Corps et âme, nous sommes profondément enracinés dans la nature.